Yorana Lefenois, bienvenue sur Hiti FM. Nombreux sont ceux qui la connaissent grâce au KidsCom de Moréa, où elle et son équipe distillent de bonnes valeurs à nos enfants. Nous avons pu également la voir au travers de l'histoire de Sandy et Lacotte, son frère. Aujourd'hui, Tereinoui, Amblin et Lacotte viennent nous parler d'un événement qui se déroulera ce samedi 28 septembre à 7h30 à l'école Tohata de Papeete, proche du stade Willy Bambridge. Bonjour Tereinoui. Bonjour. Qui es-tu? Alors, je pense que tu as bien résumé. Mais je pense que je suis avant tout une maman. Je suis juste tout simplement une maman qui essaye de protéger au maximum ses enfants et les enfants de la Polynésie. Je suis aussi une sœur qui a vu en fait la vie de sa famille bouleversée suite au décès de mon petit frère, il y a 9 ans maintenant. Et aujourd'hui, si je lance cette opération, c'est, je pense, pour au-delà de lui rendre hommage, c'est de me rendre compte surtout que la situation n'a fait que de s'empirer. Et on est arrivé dans une société aujourd'hui où beaucoup ferment les yeux. Ferment les yeux parce chacun pense que ça ne va pas leur arriver. Ça va pas arriver à leurs enfants. Et c'est ce que je dis à chaque fois parce qu'en fait, quand un drame tel que celui qu'on a vécu nous arrive, on se dit mais c'est pas possible. Ça peut pas nous arriver, pas à nous. Et je pense que c'est la même chose pour tout ce qui est violence, pour le harcèlement et aussi pour l'AIS aujourd'hui qui est un véritable fléau pour notre Fénois. Et est-ce que tu veux bien nous parler un petit peu justement de cette expérience avec ton frère que tu as vécu? Parce que ça va expliquer aux auditeurs le pourquoi tu as cet élan du cœur. Alors en fait, suite au décès de mon petit frère, il y a une marche qui avait été organisée pour symboliquement le marquer parce que ça avait beaucoup marqué les esprits. C'était un drame. On a tenu en fait je sais pas si on a tenu ou on l'a fait parce que il y a eu un mouvement qui était là et on a suivi. Même je t'avoue que j'ai dû revenir voir les vidéos parce que en organisant la marche de samedi, je voulais essayer de voir un peu comment on avait fait pour s'organiser. Je me souvenais même plus du circuit qu'on avait pris et j'ai revu des images. C'était dur, mais je me dis aujourd'hui c'est le moyen aussi pour nous de passer à l'action parce que je pense que beaucoup trop de personnes aujourd'hui comme nous tous on a tendance à se fermer les yeux et à ne pas vouloir voir ce qui se passe vraiment. Donc en fait ton frère il a subi des violences et il en est mort. Oui, mon petit frère a été battu à mort et je le dis rarement, mais je le dis puisque c'est à la radio et je pense que c'est ma maman qui l'a retrouvé puisque ça s'est passé en face de chez mes parents. Et chaque jour, elle doit passer sur ce terrain parce que le cimetière familial est juste en face et mon petit frère est là-bas. Et je peux vous dire qu'il n'y a pas un seul jour depuis 9 ans où elle ne se rend pas au cimetière pour pleurer son fils. Et je pense que c'est pas la seule maman. Il y en a beaucoup aujourd'hui. On voit le nombre de suicides augmenter. On voit aussi toutes ces mamans qui se battent parce qu'elles ont un enfant qui est tombé dans l'AIS. Et quand un enfant tombe dans l'AIS, c'est un véritable combat on fait tout pour essayer de l'aider à ne pas passer à l'acte. Parce que le dernier acte, c'est malheureusement le suicide puisque l'enfant ne sait plus comment arriver à survivre. Et donc, parle-nous de ce collectif. Alors, vous êtes plusieurs personnes. Comment ça s'est animé? Comment ça s'est créé, co-créé? Alors, moi j'ai lancé ça, c'était un an et demi après le décès de mon petit frère, et j'ai abandonné au bout d'un an. J'ai abandonné parce que c'était trop lourd à porter. Et ensuite, j'ai décidé de le relancer il y a 1 an et demi en allant voir les différentes institutions pour essayer de les aider et contribuer pour faire plus de sensibilisation auprès des jeunes. Et donc, en début d'année, j'ai décidé de prendre mon petit bâton et d'aller voir différentes entreprises locales et particuliers pour essayer de financer en fait cette campagne et lancer. Donc, comme je le dis, cette campagne de sensibilisation, cette marche, c'est plus un cri du cœur de parents qui ont envie que les choses avancent, qui ont envie que les choses bougent et qu'il y ait des actions qui suivent. Oui, voilà, tout à fait. Avec l'aide des pouvoirs publics, si possible. Oui, avec l'aide des pouvoirs publics. Mais comme je le dis et je le répète, j'ai été voir toutes les institutions. J'ai été les voir parce que je pense, mais pas en tant qu'institution vraiment, parce que ce qu'il faut pas oublier, c'est que derrière chaque
ministre, derrière chaque représentant à l'Assemblée, derrière chaque personnalité, c'est des parents qu'on a en face. Donc je pense qu'il faut arrêter de se renvoyer la balle à chaque fois. Je pense qu'on est tous responsables, même nous en tant que parents, et c'est un peu le message que je souhaite partager. C'est pour ça que j'ai été tous les voir, et c'est un travail qu'on doit faire tous ensemble, et arrêter de se dire voilà, c'est à lui de faire, c'est pas à nous, c'est aux établissements scolaires, sinon on va jamais y arriver. Et donc le but de cette marche, c'est qu'on soit tous unis pour montrer qu'il faut que ça ne peut plus continuer, qu'il faut vraiment qu'on fasse de notre jeunesse une priorité. Donc là, tu peux nous dire qui tu as contacté comme institution, comme personne qui vont être présentes, enfin si tu sais qui sera présent ce samedi. Alors, c'est difficile pour moi, mis à part ceux qui ont confirmé, c'est difficile parce qu'en fait, cette marche, c'est une marche citoyenne. Donc on fait appel aux citoyens. Oui. Donc il y en a, quand j'ai dû faire ma demande d'autorisation de manifestation, on m'a demandé le nombre de personnes, parce que je suis obligée de mettre... Mais je ne sais pas vraiment dire, parce qu'en fait, c'est difficile d'arriver à estimer qui va venir et qui c'est qui ne va pas venir. Par contre, j'ai vu toutes les autorités, État, pays, communes, j'ai vu les services de sécurité, j'ai fait le tour justement des différentes personnes qui représentent l'autorité publique aujourd'hui. J'ai vu aussi les associations qui traitent de ces différents sujets. Donc, quelle association exactement? On a rencontré, donc on a été la semaine dernière, il y avait la semaine de SOS Suicide, donc on a été les voir, on a vu l'association Cousin-Cousine, j'ai contacté aussi la page. J'ai contacté également la Croix. Je pense avoir, je sais pas, j'en ai sûrement oublié, mais on a dû envoyer plus de 200 emails, 200 messages. On passe notre temps au téléphone à essayer de les contacter. Mais comme je le dis aussi, le plus dur dans tout ça, je pense, c'est pas d'arriver à financer, c'est pas d'arriver à organiser, c'est de recevoir tous les messages qu'on reçoit depuis. Et c'est des messages de maman, de grand-mère, de papa, qui sont en détresse, qui savent plus comment faire, que ça soit leur enfant qui est harcelé. Il y a une maman qui m'a écrit, son fils, il va à l'école avec la peur au ventre parce que à chaque récréation, on le met dans la poubelle. On en est là aujourd'hui. On informe, on alerte, mais voilà, je veux dire, et puis, comme on le dit souvent, c'est que toucher à mon enfant, je veux dire, il n'y a rien de pire. On vit en tant qu'adulte, en tant que parent, pour le bonheur de nos enfants. Donc, je veux dire, on peut pas imaginer qu'on puisse faire du mal à nos enfants. Oui, et au-delà de ça, on se dit que au collège, à l'école, il y a des surveillants, il y a des instituteurs ou des profs, il y a du personnel de vie scolaire, et pourtant c'est pas suffisant. Je sais qu'il y a beaucoup de collèges et d'écoles qui font intervenir aussi des psychologues pour ouvrir la parole, pour que les enfants puissent se poser quelque part leur mal-être et que ça puisse avancer. Mais on voit que c'est pas suffisant. Donc là, tu fais vraiment appel à toute la société, toute la société, et de ce que j'entends de ce que tu dis, c'est qu'on a vraiment besoin quelque part de professionnels, parce que on a beau être des mamans bienveillantes ou des papas bienveillants ou des profs bienveillants, peu importe qui qu'on soit, on n'a pas les outils forcément adaptés pour tel ou tel cas. Oui, c'est tout à fait ça, mais je pense qu'aujourd'hui, après les avoir tous rencontrés, le constat il est le même. On ne sait plus comment faire, on n'a pas assez de moyens, que ce soit des moyens humains, des moyens financiers. Je pense que la détresse aujourd'hui, elle est tellement présente en Polynésie française qu'on arrive à un stade où si on ne met pas plus de moyens humains et financiers, on va laisser la situation se dégrader. Et moi, je reste convaincue que si on ne prend pas soin de notre jeunesse aujourd'hui, on n'aura que des adultes abîmés. Tout à fait. Donc, peu importe l'évolution de notre société de demain, si on a des adultes abîmés, on n'y arrivera jamais. Ben non, puis ça va recréer des enfants. J'ai pitié de la génération de nos enfants, parce que je me dis, ils ont vécu. Nous, c'était différent. On avait quelques cas, mais on n'était pas autant dans ces mots, dans ce fléau. C'était peut-être moins violent. Il y avait peut-être moins aussi de poids, parce que c'est vrai que nous, ça s'arrêtait en quittant l'école. Et là, ça te poursuit chez toi. Voilà. Alors, on parle des réseaux sociaux, exactement. Mais les réseaux sociaux sont de beaux outils, on va dire, mais ils sont mal employés. Ben, c'est un véritable danger, parce que c'est ce que je dis. Avant, quand nous, il y avait du harcèlement, bien sûr, ça date pas d'aujourd'hui, mais ça s'arrêtait à la cour de récréation. Voilà. Maintenant, un enfant qui continue à être harcelé, il est harcelé sur les réseaux sociaux toute la nuit. Jour et nuit, voilà. Jour et nuit. Et moi, je le dis souvent, quand un adulte, il est attaqué sur les réseaux sociaux, peu importe la personnalité, il en dort plus. Oui. Il en est malade. Un enfant de 9 ans, un enfant de 13 ans. Comment vous croyez qu'il vit? Oui.
C'est juste pas possible de leur faire vivre ça. Et malheureusement, il y a pas mal de groupes aussi dans les écoles, des groupes Instagram en général, qui se créent, telle classe seconde, telle classe troisième, et là, ils bombardent. Et il y a une tête, une tête qui est visée, et là, il le bombarde. La dernière fois, c'est une maman qui me racontait, l'enfant est attaqué, oui, allez, demain on l'attache, et tout le monde, oui. Ils imaginaient. Je veux dire, c'est des choses qui arrivent tellement. Oui, et puis j'ai l'impression que, bon, on en parle beaucoup dans les médias, que ce soit locaux, internationaux, français, mais j'ai l'impression que les parents ne se rendent pas compte, en fait, vraiment de l'état des enfants. Parce que même quand nos enfants viennent nous voir et nous disent « oui, un tel m'a dit ci, un tel m'a fait ça », nous, on banalise peut-être un peu, certaines fois, et on se rend pas compte à quel point c'est violent. En fait, le gros souci, c'est que je pense qu'on est en décalage. Oui. Et il y a beaucoup de parents qui pensent que leurs enfants ne sont pas sur les réseaux sociaux. Oui. Alors, parce qu'il y a une nouvelle technique aussi. Des enfants, ils font des comptes privés. Voilà. Ça, c'est des techniques aussi. Et donc, du coup, nous, on a l'impression que sur leur compte public, tout va bien, les jolies photos. Comptes cachés, il y a des comptes cachés. Et c'est sur ces comptes-là que c'est dangereux. Et même les comptes des écoles, des établissements scolaires, s'ils ne sont pas signalés à la direction, on ne peut pas les arrêter. Donc ça, il faut savoir qu'on peut dénoncer. Hein, dès que vous voyez sur les réseaux sociaux des groupes, tout ça, vous dénoncez, vous envoyez à la direction de l'école. Oui. Et après, ça peut être envoyé auprès de la police. Hein, parce que ça peut être poursuivi pour du harcèlement. Et je pense qu'on n'est pas suffisamment. On n'est pas suffisamment de parents à être connectés aussi. Hein, à ces réseaux, c'est vrai. Parce qu'on est on est tous sur Facebook. Parce que Facebook, c'est pour nous les vieux. Un peu sur Instagram. Un peu sur Instagram. Maintenant, on s'y met aussi sur TikTok. Ouais, on essaye. On essaye, mais on est en décalage. Mais après, il y a Snapchat. Oui. Et si on est déconnecté aussi du monde de nos enfants. Oui, c'est ça. Et donc, c'est ça aussi qui est compliqué aujourd'hui. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait une milice de parents qui soient sur les réseaux sociaux. Une brigade, quelque chose. Oui, tout à fait. Mais d'ailleurs, la vidéo que tu as postée là sur le collectif, je trouve la dernière là avec les parents qui jouent un jeu de rôle et que les enfants après viennent montrer la réalité. On sent bien ce décalage. Hein. Vraiment, j'invite tous les auditeurs à aller la voir parce que elle est vraiment. Elle percute. Ouais, bon, on se rend compte qu'on réalise pas à quel point ça peut être violent pour nos enfants. C'est ça. Ouais. Et donc, il y aura une marche. Oui, voilà. Donc, il y aura une marche. Donc, on donne rendez-vous à tout le monde à partir de 7h30 à l'école Toata. Donc, la rue sera fermée. On peut se garer soit au parking du cimetière, soit celui du skatepark. Où on va essayer de voir aussi le parking un peu plus loin. On va marcher le long du front de mer. On reviendra par la rue Jeanne d'Arc devant la cathédrale. C'est symbolique aussi, hein, parce que il y a plein de cas de violence aussi dans ce secteur. On remonte, on va à Place Tarahu. Là, il y aura quelques témoignages de maman et papa courageux. Enfin, et donc voilà, l'idée c'est que qu'on termine ensuite sur un chant avec des enfants ou peut-être une prière. Voilà, on est en train de voir avec certaines confessions religieuses pour terminer en paix. Oui. Parce que je pense que cette marche est l'occasion pour ceux aussi qui sont en colère. Colère de ce qui peut se passer pour leurs enfants, de venir marcher, ça va peut-être essayer de les libérer aussi. Oui, et puis libérer la parole, comme tu dis, d'avoir ces parents courageux qui parlent. Moi, je trouve qu'on en a besoin. Bon, alors c'est vrai que c'est difficile parce qu'on a honte ou parce qu'on est mal à l'aise ou parce qu'on n'ose pas, mais c'est important de témoigner parce que ça aide les autres et ça pousse en fait une énergie qui va pouvoir faire le mieux, le bien. Et c'est important aussi que les enfants viennent parce que ça permet aussi pour eux de comprendre qu'ils ne sont pas les seuls à vivre. Et puis qu'on est là pour les aider parce qu'en fait, on a ce petit conflit entre adolescents-parents, comme d'habitude, mais je crois qu'ils n'ont pas conscience aussi qu'on est là pour eux, enfin vraiment quoi, je veux dire, et qui voient qu'il y ait d'autres adultes qui s'intéressent à leur cause. Exactement. Et oui, je pense que c'est important que les enfants soient là. Les enfants viennent et qu'ils se rendent compte qu'ils sont pas tous seuls, les parents que nous sommes, on se rend compte, de ce qu'ils vivent et qu'on comprend aussi, parce que c'est ce que je dis aussi souvent, quand un enfant vient te dire quelque chose par rapport à ce qu'il a pu vivre à l'école, il faut toujours se dire, il y a peut-être quelque chose. Oui. Donc souvent, peut-être qu'il va te raconter quelque chose, tu te dis non, mais c'est pas possible, t'exagères. Il faut toujours prendre en compte ce que ton enfant te dit. Tout à fait. Et essayer d'aller voir, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il a pu vivre. Et peut-être nous, on va trouver ça anodin. Oui. Peut-être creuser un petit peu parce qu'il y a quelque chose de plus dur derrière. Et en fait, le problème, c'est quand un enfant vient voir un adulte et l'adulte s'en fiche ou ne prend pas en compte, l'enfant se referme et ne parle plus.
Et là, du coup, il se dit, attends, j'ai été voir un adulte, il n'a pas fait attention à ce que j'ai dit, je ne parle plus aux adultes. Et du coup, ça brise la confiance enfant-adulte. Exactement. Exactement. Et du coup, l'enfant ne dit plus rien. Moi, quand j'organise justement mes camps avec les enfants à Montréal, quand on pose la question aux enfants qui a déjà subi du harcèlement scolaire, il y a la moitié qui lève la main. Et quand on creuse, il y a des cas vraiment difficiles à entendre, à écouter. Même nous, en tant qu'adultes, tu te dis, mais comment cet enfant peut vivre avec ça? Et on lui dit, bon, est-ce que tu es OK qu'on en parle à tes parents? Non, je veux pas. Donc, on essaie quand même de lui faire comprendre, voilà, si tu en parles pas. Moi, c'est ce que je dis tout le temps aux enfants. Les enfants, si vous en parlez pas aux adultes, on ne peut pas vous aider. Donc, on est là pour vous aider. Mais du coup, est-ce que tu as un petit tuyau? Donc là, tu as le cas d'un enfant qui te donne un témoignage accablant. Il veut pas en parler à ses parents. Toi, de ton côté, comment tu peux faire? T'appelles une association? T'appelles à qui tu... Alors, en fait, on est obligé d'abord d'en parler aux parents. Ah, donc il y a quand même cette obligation. Même si l'enfant ne veut pas et qu'il te supplie et que... Ouais, alors, en fait, il faut essayer de le convaincre. Voilà, j'essaie en fait de lui dire que la meilleure personne pour t'aider, c'est papa ou maman. Ben oui. Après, sauf pour des cas de violence ou d'attouchement, où là, on va en référer à une autre autorité. Hein. D'accord. Et donc, quelle autorité, si c'est violence ou attouchement? 17. Le 17. D'accord. Ouais. Là, on ouvre, après, on fait un signalement. Et c'est ce que tous les établissements scolaires doivent faire. Hein. C'est un signalement. Hein, parce que ça, on ne laisse pas passer. Quoi. Donc, même si, en particulier, s'il y a une personne, un parent qui est impliqué dans la situation. Et c'est ça aussi, ce qu'il faut arriver à faire, c'est dire aux gens, appelez, dénoncer. C'est pas facile, je sais, parce que souvent, quand ça implique des proches, c'est compliqué, mais il faut appeler. Et je pense que voilà, c'est le message que j'ai eu quand j'ai rencontré les différentes autorités, c'est appeler. Même si on va nous dire, ah, mais oui, mais quand on appelle, il y a personne qui vient, ou ça n'avance pas, mais c'est pas grave. Il faut assister, appeler. Il faut appeler au moins, on n'est plus des témoins passifs, on est des témoins actifs. Ici, on est presque 300 000 habitants. Ici, je veux dire, chacun d'entre nous fait à chaque fois un petit peu. Bon, je pense que le 17 va être saturé, mais c'est pas grave, c'est notre rôle à tous, en tant qu'adultes, de faire tous ces signalements. Tout à fait. Merci beaucoup pour cet engagement, pour cette marche aussi. Et du coup, est-ce que il va y avoir quelque chose qui va se passer pendant la marche, enfin après la marche, par rapport au collectif? Alors voilà, en fait, ce qu'on a prévu, c'est de remettre symboliquement l'ensemble des travaux qui ont été effectués pour cette campagne aux autorités et aussi une liste de vœux qu'on souhaite voir mettre en place très prochainement, on l'espère. Donc en fait, tu as déjà préparé une cagnotte, tu as des affiches qui sont prêtes, tu as déjà une trame, on va dire, pour certains sujets. Oui, voilà, on a déjà financé l'ensemble de la campagne là, qui va se dérouler sur 1 mois. Merci d'ailleurs à toutes les entreprises et même les particuliers qui n'ont pas voulu. On a la fondation Anaveil aussi qui a mis en place une cagnotte pour faire des dons, pour soutenir aussi cette campagne. Et après, on espère de tout cœur que les autorités, je pense que on est bien avancé, on travaille en partenariat avec eux, mais reprennent cette campagne et la fassent vivre le plus longtemps possible. On l'espère aussi. Et un grand merci à toi pour cette implication. Et puis, on vous attend tous donc samedi 28 septembre à 7h30 à l'école Toata pour une marche blanche. Et vous pouvez réécouter cette émission sur la page Facebook Hiti FM et ainsi que la chaîne YouTube. Et puis, merci Terre Inouïe. On est de tout cœur avec vous. Merci. Nana.